Massignon, Luis Massignon, et tous ces gens-là, généralement utilisent deux dictionnaires de la langue arabe, à savoir Mukhtar, Sihah et Lisan al-Arab. Mais ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants. Ça, c'est pour des études universitaires de littérature, mais pas pour l'exégèse du Coran. Donc voilà à différencier. Et puis, on passera à une autre question. Alors, nous voulons bien comprendre l'islam, mais si les documents sont faux, que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on s'arabise? Ça, jamais. Non. On ne veut pas que vous vous arabisiez afin que vous puissiez lire, mais si c'est possible, si vous avez la volonté, il n'y a aucun problème, allez-y le faire. Il est conseillé d'apprendre toutes les langues. Toute langue est utile. Toute langue, je dis bien, même un dialecte peut être utile. Et il y a un adage en langue arabe qui dit « Man alima lughata qawmin amina sharra makrihim ». Bon, cet adage veut dire si quelqu'un apprend la langue d'un peuple, du moins, il va se prémunir de leur manigance. Donc, il est toujours conseillé d'apprendre les autres langues. Là, ce n'est pas le cas, d'accord, mais les orientalistes, ce qu'on leur conseille là, d'accord, n'apprenez pas la langue arabe, du moins faites un travail exhaustif. Allez à voir l'ensemble des œuvres qui ont été faites sur cette tradition de l'islam et sur l'islam lui-même. Vous en avez chez vous, par exemple, en France, enfin, Moïse Kassa, je ne pense pas qu'il est pas en France, mais les orientalistes, en grande masse, sont des Français. Quelques-uns, ils ne lisent qu'à quelques auteurs, tout en oubliant les autres. Alors les autres, on va donner quelques noms. Par exemple, Mansour al-Kilyani, Ali Mansour al-Kilyani, par exemple, Ahmed Meher, un ancien magistrat égyptien, Nil Sbiti, plutôt Sbit Nili, l'Irakien, Tahoussi, par exemple, même Tahoussi, je dirais aussi Ihab al-Hariri. Ihab al-Hariri, ce dernier, remet en cause toute l'exégèse du Coran. Abou al-Qasim al-Hajj Hamid, Mohamed Mahmoud Taha, ce dernier a écrit un livre, le deuxième message de l'islam. Il lui a coûté la vie. Donc, allez-y faire un travail exhaustif. Allez-y à faire ce travail-là. Allez-y à lire à tous ceux qui ont mis en cause cette tradition de l'islam. Et on verra. Bon, parce que prendre Melek Shben et Ghalib bin Sheikh, Mohamed Arakoun, c'est insuffisant. C'est installé Ramadan, c'est insuffisant. Si vous voulez comprendre l'islam à partir, bon, je ne dis pas que ces gens-là n'ont pas fait un travail assez d'explication de l'islam assez bien fait, non. Mais c'est insuffisant de voir seulement ces gens-là et d'inviter dans vos plateaux télévisés seulement ces gens-là. C'est insuffisant. Bon, maintenant, on passe à une autre question. Que gagne le califat omeyyade et abbasside à produire des documents controversés sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ben, il gagne beaucoup. Si ce n'est pas, il gagne le tout. Parce que certains parlent du laboratoire intellectuel actuellement qui remet en question cette tradition de l'islam, parle de laboratoire omeyyade. Ils pensent qu'au moment des Omeyyades, pendant la gouvernance de la dynastie des Omeyyades, qui sont cousins aux Abbasides et qui sont tous proches d'une façon ou d'une autre du prophète Mahomet. Attention, ils ne sont pas assez loin, c'est des Arabes de la péninsule arabique actuelle, riches, mais qui ont en quelque sorte un peu changé l'islam en leur faveur, autant que des sultans de l'époque. Ils avaient tout à gagner, je dis bien tout à gagner. Et c'est en cela que consiste tout travail de rénovation, de lumière sur l'islam. Si nous voulons combattre l'intégrisme dans la pensée islamique, c'est étudier ce qui a été écrit en cette période-là et le mettre en cause. C'est en cette période-là que les premières prémices de la pensée radicale de l'islam
bon, Omeyyades, Abbasides et ceux qui les ont suivis par la suite, son piédestal a été posé. Sur cette période-là, pas longtemps. Et tous ceux qui puisent, tout ce qui est radical, tout ce qui est mauvaise explication de l'islam, puisent dans des textes de cette époque. Donc les Omeyyades et les Abbasides avaient beaucoup à gagner en changeant à leur façon. Bien que, toutefois, ils ont apporté quelque chose du vrai sur le prophète. Ça, il ne faut pas le nier. Mais ils ont ajouté, et c'est, voilà leur intelligence. Leur intelligence, c'est de laisser le faux et le juste dans les mêmes documents. Quelqu'un d'un peu raisonnable, d'un peu sage, s'il va lire ces œuvres-là faites en cette période-là, dans le même livre, dans la même source, il trouvera la chose et son contraire. Bon, on passera à autre chose. Alors, Madame Helwardi a fait un travail scientifique exceptionnel, plaçant Mohammed dans la déroute de l'histoire. C'est fou, ce travail n'est pas scientifique et il n'est pas exceptionnel. C'est un bon travail, oui. Helwardi a fait un très bon travail, ça il faut le dire. Il n'est pas scientifique et il n'est pas exceptionnel. Parce que, allons voir sa consoeur, compatriote, c'est-à-dire dans la même ville, et enfin du même pays, la tunisienne, universitaire, académicienne, Nejia Rimi, si je ne me trompe pas, et pas mal d'universitaires avec elle qui ont remis en cause le travail de Mme Helwardi en l'indexant de ne pas être un travail méthodique. Et effectivement, c'est vrai, parce qu'elle a collecté pêle-mêle de la tradition de l'islam la chose est son contraire, et elle a mise dans son livre. Je ne veux pas être méchant avec Mme Helwardi, pas du tout. Plutôt, je valorise moi son travail de façon ou d'une autre, et c'est pour cela que je le discute en 9 ou 10 épisodes, parce que je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il mérite, il mérite mieux, que Helwardi a focalisé son regard sur, dans la tradition de l'islam, à aller puiser tout ce qui est nocif à l'encontre du prophète. Ça n'échappe à personne. Et par la suite, se rattrape avec les propos de Jacques Berg en disant que personne ne peut écrire authentiquement la biographie de Mahomet, tellement il y a des contradictions. Donc ça, ce n'est pas un travail scientifique, et ce n'est pas un travail académique. Bon, et enfin, bon, ça c'est la question de Moïse et Kaza, et enfin, il y a quelque chose qui cloche, et je suis resté sur ma faim, sur votre intervention. Oui, il y a quelque chose qui cloche, vous pouvez le comprendre comme ça. Vous êtes resté sur votre faim, nous sommes tous sur notre faim en faisant un travail sur la tradition de l'islam. C'est quelque chose de très très profond. Nous resterons tous sur notre faim, mais c'est un travail de longue haleine qui ne sera pas cerné par quiconque. C'est pas le manichéisme, de toute façon ça ne marchera pas. Parce que les gens ont feignant autant qu'ils le sont, ils ne font pas de recherche, ils attendent cela. Cela n'arrivera à personne. Personne n'aura raison à 100%. Et c'est un travail de longue haleine. Je vous remercie.